Tout d'abord, je souhaiterais remercier très vivement le professeur Masselet pour son invitation aujourd'hui, qui nous donne donc l'opportunité, c'est vraiment un honneur de vous présenter aujourd'hui, dans le cadre de cette session de l'Académie consacrée à la chirurgie biologique. Donc les résultats. La biologie, justement, parlons-en. Merci, puisque comme le professeur le disait, je ne suis pas chirurgienne, mais scientifique, chercheur biomédical de formation. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer l'apport et l'intérêt de la recherche biomédicale au profit de la chirurgie. Et pour cela, je m'appuierai donc sur la technique de la membrane du professeur Masselet. Donc, je travaille à l'Institut de recherche biomédicale des Arts. Et ce qui intéresse les forces, c'est pas qu'en France d'ailleurs, les forces aussi dans les pays étrangers, ce sont les blessures de guerre. Sur la droite, c'est une problématique très ancienne. Sur la droite, je vous ai mis l'exemple du général Daniel Sickles, qui était un général de l'armée unioniste pendant la guerre de sécession, qui, comme vous pouvez le voir, avait eu une vie plutôt curieuse, assez riche, et qui avait eu la particularité de perdre sa jambe lors de la bataille de Gettysburg. Et à l'époque, il avait fait don des reliques de sa jambe en fait, à un musée. Et 150 ans plus tard, sa jambe, les reliques de sa jambe sont toujours exposées dans un musée national aux États-Unis. Et donc à l'époque du général Sickles, donc au XIXe siècle, si on regarde le ratio du nombre de militaires blessés sur le champ de bataille sur ce nombre de militaires décédés, eh bien on constate que ce ratio était relativement stable et compris entre 1,5 et 2. Et puis ce ratio a augmenté dans des conflits ultérieurs pour atteindre en fait un pic actuellement, donc au XXIe siècle. Ce sont des statistiques américaines, mais c'est tout à fait valable aussi pour les armées françaises. Avec typiquement pour les derniers conflits comme le conflit irakien, 7 fois plus de militaires blessés sur les théâtres d'opération que de militaires décédés. Et cela est dû à l'évolution en fait des agents lésionnels utilisés au cours des conflits contemporains, qui se répartissent de façon assez homogène entre les balles, les mortiers, les obus de mortier et les engins explosifs improvisés. Merci beaucoup. Et ce type d'agent lésionnel engendre donc, comme le disait le professeur, de très gros fracas osseux, typiquement des os, avec une perte des tissus longs et le tout évidemment dans un environnement septique. Donc face à cette problématique de reconstruction des os, les chirurgiens orthopédistes utilisent assez volontiers la technique de la membrane induite du professeur. Donc c'est une technique qui est séquentielle. Dans un premier temps, l'os à réparer donc est stabilisé et, comme expliqué tout à l'heure, la zone, la lésion, est comblé par du ciment ou méthylmétacrylate ou méthyle. On attend en général 6 à 8 semaines, ce qui laisse le temps à l'infection de s'assécher et également au tissu mou cicatriser. Dans un second temps, la zone à réparer est réabordée et une membrane biologique s'est formée tout autour de ce ciment. La membrane est incisée délicatement, le ciment est retiré et dans l'espace laissé libre, une greffe osseuse est réalisée qui amènera, quelques semaines plus tard, la consolidation. Et donc le point clé de la chirurgie, comme le disait le professeur tout à l'heure, c'est la membrane biologique qui s'est formée autour du ciment par une réaction immunitaire à un corps étranger, qui est un élément clé finalement dans le processus, puisque la présence de cette membrane potentialise, augmente, améliore la consolidation osseuse. Quand nous avons commencé à travailler dessus, la première question que nous nous sommes posée, c'était quel était son mode d'action. Donc nous avons recueilli au bloc opératoire des prélèvements pour analyse. Donc là, vous avez une coupe histologique d'une membrane, vous avez le pan musculaire dans la partie basse, et là, il faut imaginer donc la partie qui est en regard directement en contact avec le ciment. La même coupe histologique, mais colorée d'une façon différente, avec ce qu'on appelle le rouge cérus et observée sous lumière polarisée, permet de mettre en évidence l'orientation des fibres de collagène. Donc c'est une membrane qui est formée d'une trame collagénique, plus ou moins organisée d'ailleurs en fonction de l'âge de cette membrane. Trame collagénique organisée, puisque si on regarde dans les détails, en fait, sa structure est très particulière. Vous avez ce que j'ai appelé ici la zone numéro 1, en regard du ciment, une bordure hypercellularisée que l'on retrouve quasiment tout le temps. Il y a parfois, mais pas toujours, une zone intermédiaire, juste en dessous, où les fibres sont orientées de façon parallèle à l'axe du ciment. Et puis, il y a toute la zone en profondeur qui, elle, porte principalement les vaisseaux sanguins. Nous avons également regardé le profil cellulaire de cette membrane. Donc, la membrane comporte
des cellules de la lignée hématopoïétique, typiquement des cellules TRAP positives qui sont spécifiques de la lignée monocytaire, telles que les ostéoclastes et les cellules de l'unité macrophagique. Et les membranes comportent aussi des FBGC, qui sont donc des cellules géantes multinucléées à corps étranger, qui sont les cellules spécialistes de la réaction immunitaire au corps étranger, en l'occurrence le ciment. Lignée hématopoïétique et également lignée mésenchymateuses, puisque les membranes induites en fait, comportent en leur sein des populations homogènes de cellules stromales mésenchymateuses, qui sont donc les ostéoprogéniteurs, qui sont les acteurs principaux de la réparation osseuse. Nous sommes également intéressés au profil sécrétoire des membranes. Alors pour cela, nous avons en fait placé en incubation des petits fragments de membrane pendant 48 heures, puis nous avons analysé par spectrophotométrie de masse le surnageant des membranes. 48 heures donc après l'incubation, ce qui permet en fait de dresser une carte ou un réseau des protéines sécrétées. Et ce réseau, en fait, rend compte des grands profils d'activité des membranes. Donc là, vous avez le cas de 4 patients, vous voyez que c'est fort différent. Je vous passe les analyses qui sont assez complexes de ce genre de données, mais ce qui est intéressant, ce qui ressort, c'est qu'il y a 2 grands profils majoritaires détectés, qui sont en rouge les protéines impliquées dans les mécanismes de la réparation tissulaire, ce qui fait tout à fait sens dans notre contexte, mais également les protéines impliquées dans le hormonage de la matrice extracellulaire. Donc, en résumé, la membrane induite de Masquelet est un tissu organisé aux multiples propriétés. Comme on l'a vu, il s'agit d'une matrice extracellulaire qui a un rôle de séparation, puisque la trame qu'elle constitue empêche la vagination des tissus mous à l'intérieur de la zone à réparer. C'est une membrane qui est organisée. Elle apporte notamment les vaisseaux sanguins et les ostéoprogéniteurs, ainsi que les cellules de l'immunité. Et elle a un rôle de sécrétion, notamment par la synthèse de facteurs pro-réparation et pro-hormonage. En fait, l'ensemble de ces propriétés assimile la membrane induite à une espèce de cocotte minute, un incubateur, une chambre biologique, tout autour de l'espace de reconstruction, qui constitue un micro-environnement favorable au greffon osseux et à la réparation. Donc effectivement, c'est une technique qui à l'heure actuelle est utilisée maintenant dans le monde entier avec beaucoup de succès. Néanmoins, des taux de consolidation des échecs sont rapportés dans la littérature. Donc quand on s'intéresse au taux d'échec de consolidation dans les études épidémiologiques, la moyenne, vous voyez que ce pourcentage est très variable, mais globalement, la moyenne des échecs de consolidation avoisine les 15-18%. Et les études épidémiologiques sur les cohortes de patients indiquent qu'il y a principalement 2 grands types de facteurs défavorables, qui sont d'une part le tabagisme et d'autre part le type de fixation, à savoir que la fixation par plaque, a priori, donnerait des résultats moins favorables comme un emplouage centromodulaire. Au-delà de ces observations, ce qui est intéressant d'un point de vue biologique, c'est de chercher à comprendre comment ces échecs thérapeutiques peuvent se traduire sur la physiologie de la membrane induite. Donc pour illustrer mes propos, je prendrai le cas d'un patient qui a été opéré 2 fois par la technique de la chirurgie de la membrane induite. Et vous avez en fait les photos correspondant aux membranes de chacune de ces 2 opérations. Donc en l'occurrence, sur la gauche, la membrane induite lors de la première opération, et sur la droite, la membrane induite du même patient lors de sa seconde intervention. Ce qui saute à l'œil, c'est que vous voyez que les membranes n'ont rien à voir d'un point de vue physiologique, elles sont fort différentes toutes les 2. Et en effet, ce qui est intéressant, c'est que la première opération s'est soldée par un échec, la seconde a très bien réussi. Et de nos analyses, il ressortirait qu'en fait, le micro-environnement constitué par les 2 membranes était différent dans les 2 cas. Le micro-environnement constitué par la seconde opération, par la seconde membrane, était plutôt pro-réparateur. À l'inverse, le micro-environnement constitué par la membrane lors de la première réparation était pro-fibrotique, avec notamment la diminution de certains facteurs de transcription clés. Donc le corollaire de ce point, de ces observations, c'est de se dire comment peut-on moduler le micro-environnement de la membrane induite afin d'éviter l'orientation fibrotique associée aux échecs de consolidation. Sachant que l'acteur principal dans notre contexte, c'est le ciment PMMA, puisque c'est ce ciment qui est un vecteur de membrane. Nous sommes donc intéressés au ciment PMMA. Donc là, vous avez une
ciment donc explanté du patient. En violet, donc, ce sont les cellules que nous avons mis en évidence. Nous avons détaché les cellules, trypsinées, et phénotypé ces cellules. On retrouve 3 grandes populations de cellules sur le ciment. Et tout d'abord, des cellules stromales de type fibroblastique. Ensuite, des cellules myoblastiques, ce qui fait sens puisque lors de son insertion, le ciment est entouré du muscle. Il y a une troisième population qui nous intéresse également, ce sont les cellules macrophagiques, celles dont je parlais tout à l'heure. Nous avons poussé les analyses un petit peu plus loin. Il s'avère que les macrophages en question sont des macrophages CD206 positifs, donc caractéristiques d'une population qu'on appelle M2 pour réparation. En fait, l'intérêt des macrophages, c'est qu'il s'agit de cellules qui sont totalement plastiques, c'est-à-dire que leur activité est dépendante de la topographie et de la structure chimique du support sur lequel elles se trouvent. Donc ceci constitue un levier en biologie, puisque notre idée, notre postulat, c'est qu'en modifiant la topographie du PMMA, en jouant notamment sur sa porosité, on pouvait éventuellement booster les propriétés de cette membrane. Dans cette idée, nous avons fabriqué un PMMA poreux. Nous sommes partis de PMMA commercial, auquel nous avons ajouté un agent porogène de type CMC, celle de carboxyméthylcellulose, pour le rendre poreux. Et donc, en effet, l'ajout de CMC au PMMA a généré des pores à la surface de ce dernier. Ça a également augmenté l'hydrophilie du PMMA, ce qui est plutôt favorable pour l'environnement cellulaire. Et, par ailleurs, cela augmente l'adhésion cellulaire. Les cellules ensemencées sur des pastilles de PMMA ou de PMMA poreux n'ont pas le même comportement. 4 heures post-ensemencement, on retrouve plus de cellules ayant adhéré sur le PMMA poreux, la surface du PMMA poreux, 78%, versus 61% ayant adhéré seulement sur le PMMA. Donc évidemment, ayant fabriqué notre PMMA poreux, l'étape suivante a été de le tester en in vivo. Donc pour cela, nous avons mis au point un modèle d'induction de la membrane induite chez Neura. Nous avons créé un défaut fémoral segmentaire de 5 mm, vous voyez ici. Là, j'ai normalement une petite vidéo. Voilà, une analyse topographique de petits fragments prélevés chez Neura. Et à la place, dans le défaut laissé libre, nous avons placé une entretoise en PMMA ou en PMMA poreux. Et nous avons attendu 4 semaines en l'occurrence pour que la membrane induite se développe. Donc, évidemment, quelles sont les différences entre une membrane induite en PMMA et une membrane induite en PMMA poreux? La différence principale se trouve ici, c'est-à-dire que nous avons constaté la présence accrue de FBGC dans les membranes induites en PMMA poreux, c'est-à-dire les cellules de l'immunité géantes à corps multinucléés, qui sont donc spécifiques de la réaction immunitaire. Donc la présence de pores à la surface du PMMA augmente la réaction immunitaire. Et donc, puisque la finalité de ce travail, c'est quand même la réparation osseuse, nous avons poursuivi notre modèle animal jusqu'à la seconde séquence opératoire. Donc, vous reconnaissez la photo où nous insérons du PMMA ou du PMMA poreux. Nous attendons, et cette fois-ci, nous enlevons le PMMA, et à la place, réalisons une greffe corticospongieuse hétérologue. Là, vous avez la séquence opératoire des 2 lots d'animaux, donc le PMMA ou le PMMA poreux. Donc, première séquence opératoire, réalisation du défaut segmentaire, cause du ciment, puis seconde séquence opératoire, retrait du ciment, greffe, et suivi de la consolidation osseuse à J70 post-greffe. Voici le type de résultat que nous obtenons. Donc ça, c'est une analyse tomographique. Donc je vais... Voilà. Donc, vous avez 2 vis que vous voyez ici qui sont visibles du système d'ostéosynthèse. Le petit fragment d'os, voilà, qui va disparaître, c'est le petit fragment que je prélève. Et donc là, nous avons quantifié ensuite l'os néoformé à l'intérieur du dépôt. Les résultats sont partiels et pour le moment, il n'y a pas de différence entre le niveau de réparation dans un environnement induit en PMMA-CMC ou en PMMA. Vous verrez même qu'il y a une légère tendance à diminution, bien que les résultats soient partiels, donc ils ne sont pas vraiment définitifs, mais gravés dans le marbre. Donc l'affaire est à suivre, j'espère pouvoir vous en dire plus peut-être ultérieurement. Voilà, pour finir,
Je voudrais revenir sur le titre de cette session, donc, qui était de la chirurgie biologique. J'avoue que quand j'ai préparé ce diaporama, le terme chirurgie biologique m'a un petit peu interpellée. Et je me suis demandé comment finalement on pouvait placer le chirurgien, celui qui soigne avec les mains, et le biologiste, celui qui fait parler la vie. Et à mon sens, en fait, ce qui fait le lien, c'est la recherche biomédicale et la recherche clinique, qui sont, il me semble, malheureusement sous-représentés dans certains domaines de la chirurgie. Et bien, c'est dommage, donc j'espère qu'à l'occasion, dans le futur, il y aura plus de possibilités. Et puisque finalement, le lien entre la chirurgie et la biologie, j'espère que je vous ai convaincu aujourd'hui que ça pouvait aider à mieux comprendre les mécanismes physiologiques, à apporter de l'innovation qui, après validation par vos soins, évidemment, devrait accélérer les techniques chirurgicales. Merci Marjorie. Des questions dans l'Assemblée? Avant les questions, moi je voudrais vous faire si vous me permettez, je voudrais vous faire, je suis ici, là, je suis là. Non, je voudrais vous faire un commentaire et une réflexion parce que je crois que vous posez le problème, comme me disait Raymond Villain, du problème de la maîtrise du conjonctif. Et ça veut dire qu'en fait, vous intéressez-vous à un problème qu'on va appeler pro-cicatriciel, mais on peut aussi s'intéresser à un problème anti-inflammatoire. Et je pense notamment au problème, si vous voulez, des prothèses mammaires lisses et des prothèses mammaires rugueuses. C'est bien de les argumenter. Donc il y a vraiment un besoin, parce que je sais que vous ne travaillez pas dans le laboratoire. Vous faites de l'os avec une membrane amide-maçonnée, mais la réflexion, moi ça fait des années, par la chirurgie que j'ai faite à la fois au niveau de la reconstruction mammaire et à la fois au niveau de la prothèse, des prothèses, si vous voulez, pelviennes, qui font tant d'écho en ce moment dans les littératures, tous les scandales qu'il y a. Donc il y a un vrai problème pour lequel j'aimerais, parce que j'ai beaucoup cherché dans la littérature, que les chercheurs qui essayent de voir pourquoi tel macrophage sur tel endroit, dans telle circonstance, fait une membrane qui est tolérée, pas une membrane qui est... Pourquoi est-ce qu'il y a une patiente qui fait une coque, pourquoi d'autres patients ne font pas de coque, pourquoi il y a du shrinking autour du matériel, vous êtes dans l'os, vous en foutez du shrinking. Nous, quand on met une prothèse dans les parties molles, c'est notre terreur, cette cicatrice. Donc, je ne sais pas, je vous pose la question de la façon suivante, est-ce que parmi vos collègues et les lectures que vous faites en biologie de la cicatrisation côté osseux, certes, est-ce que vous regardez aussi les travaux côté... Je voudrais justement qu'il n'y ait pas de réaction inflammatoire sur un corps étranger, qu'il n'y ait pas de membrane rigide. Parce que ça débouche aussi pour nous quelque chose de très intéressant, qui est notamment la substance de péritolisation. Et nous, on a commencé la chirurgie par nos maîtres qui sont là, où il fallait fermer le péritoile. Et puis au fil du temps, on a de moins en moins fermé le péritoile. Et puis moi, j'ai repéré de plus en plus de patients qui n'avaient pas le péritoile fermé. Et ce tissu, ce néotissu qui se forme, blanc nacré, dont on ne connaît pas bien quand on a des lymphocytes qui durent. Donc il y a vraiment un problème dans ce conjonctif qu'on ne connaît pas bien. Et à chaque fois que j'interroge des gens qui, notamment à Reims, je crois qu'il y a une équipe qui travaille beaucoup sur le collagène et sur le conjonctif, j'ai jamais pu obtenir de résultats. Est-ce que vous avez des réponses sur cette question? L'inflammation est clairement un point clé de nombreux processus, et donc en l'occurrence celui-ci. Contrairement à vous, nous, dans le cadre de la membrane amide, nous voulons de l'inflammation, voilà, parce que pas d'inflammation, pas de membrane. Et en fait, il y a toute une part, des biologistes évidemment qui travaillent sur ça. Il y a également énormément de scientifiques spécialisés dans les biomatériaux. Il y a tout un pan de travail là-dessus qui est vraiment énorme en ce moment. Après, effectivement, c'est un point clé. Donc, à mon sens, la chose vraiment importante, en fait, c'est l'inflammation pas trop forte au bon moment. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Est-ce que tu ne crois pas aussi que ça dépend du lit dans lequel tu laisses? Parce que nous, on le sait très bien, on n'aura pas le même shrinking et la même chose, suivant qu'on a eu un champ opératoire qui est vraiment, disons, abactérien, vous êtes plus bactérien, un champ opératoire dans lequel il reste à la fin du collagène, de la fibrine, des hématomes, du sang, puisqu'on sait que l'hématome par le sang se reconstruit. Il y a eu un chirurgien, c'est le cas, qui a eu l'idée un jour, dans les défects après tumorectomie du sein, vous savez ce qu'il faisait? Il faisait une prise de sang, il injectait du sang. Il a publié ça, et là il y a une espèce de caillot qui se transforme, qui fait de la fibrine. Bon, c'est pas génial, c'est une chose qui vraiment me perturbe, et on a besoin d'aller très très vite en ce moment. Je vois pas encore maintenant en ce qui concerne la cicatrisation et les conditions de la cicatrisation. C'est même le débat, c'est quand on a, à chaque fois qu'on a eu des séances ici sur les fausses membranes.
On reçoit sans arrêt de la publicité pour mettre des produits pour éviter les fausses membranes et tout ça. C'est tellement multifactoriel et tellement complexe qu'on a. C'est des commentaires, ça par rapport à mon avis, mais voilà la chirurgie biologique pour moi. Oui. Mais je pense que vous avez remarqué que je n'ai pas utilisé le terme inflammation dans l'introduction. Je préfère le terme d'irritation tissulaire, qui est un petit peu différent. Et moi, je ne vois pas de différence de nature entre la technique de la membrane induite et le coup de curette que l'on donne sur une plaie atone en surface pour réactiver le processus de cicatrisation. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on donne un coup de curette sur une plaie un peu atone, et puis ça repart. On fait repartir la cicatrisation. C'est-à-dire qu'on mobilise, encore une fois, les cellules souches et les facteurs de croissance. Alors après, effectivement, il a été montré à travers diverses études que les composants du spacer, pour utiliser un mot anglais, de l'entretoise, donnent des propriétés différentes des membranes. C'est-à-dire la membrane créée par le silicone n'est pas tout à fait la même que la membrane induite par le ciment, etc. Même l'adjonction d'antibiotiques à l'intérieur du ciment modifie les propriétés morphologiques de la membrane, sinon les propriétés physiologiques. Je vais remarquer que vous avez utilisé un moment dans votre discours le mot hydrophile. Alors ça dépend aussi si votre ciment est hydrophobe ou hydrophile, parce que c'est pas du tout la même chose. Ben, si vous voulez, on sait par exemple, si vous mettez du polypropylène, du polyester à l'intérieur d'un tissu, c'est pas du tout la même chose pour une raison que c'est au départ hydrophilie. C'est-à-dire que l'habitation par les cellules et l'approphage n'est pas la même chose. Voilà. C'est des commentaires, parce qu'en fait on parle pour rien, je parle un peu pour rien, mais c'est vraiment un sujet qu'on a, tous les gens qui font de la reconstruction, je me tourne un peu en regardant, merde, mais la réaction sur les tendons et tous ces problèmes, c'est extrêmement, on ne sait pas très bien. Alors il y en a qui ont du silicone pour pas que ça colle, il y en a qui ont du silicone. Je trouve que c'est une chose vraiment, et je reprends cette phrase de Raymond Villain, on maîtrise vraiment pas la cicatrisation économique. On ne maîtrise pas, ça fait de l'air global. Laurent, Aubert. Merci beaucoup pour cette très jolie démonstration animale, puisque dans cette technique, l'animal est arrivé après l'humain. Exactement, oui. Je voulais vous poser deux questions. D'abord, est-ce que vous avez reprécisé les travaux de Philippe Pélissier concernant les facteurs ostéo-inducteurs? Puisque initialement, ce qui nous a guidé, c'était qu'à 4 ou 6 semaines, on avait une espèce de flux de BMP2 et de facteurs ostéo-inducteurs C'est ça, le pic, de 7. le pic de la sécrétion des facteurs est à 4 à 6 semaines dans un modèle de lapin. Vous l'avez remontré, vous avez pu... On l'a fait, je ne l'ai pas montré, on l'a fait. On a fait une cinétique de développement de la membrane chez le rat. Et effectivement, nous voit également une augmentation, enfin, il se passe quelque chose entre 4 et 6 semaines, manifestement. Et alors, mon ressenti à moi, c'est que dans les premiers temps, et aussi chez les membranes humaines d'ailleurs, dans les premiers temps précoces, aux environs de 2 semaines, il y a beaucoup de phénomènes cellulaires qui se passent. Parce qu'on retrouve dans les membranes, aussi bien chez le rat que chez l'humain, des îlots cartilagineux qu'on ne retrouvera jamais, en tout cas que je n'ai jamais retrouvé, sur des membranes plus âgées, sur l'animal et sur l'humain. Donc je pense qu'il doit vraiment se passer quelque chose d'un point de vue cellulaire, et même les trappes, les cellules trappes positives, c'est souvent sur des membranes jeunes qu'on le retrouve. Après, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Mais force est de constater aussi que la membrane, même si elle est âgée, fonctionne. Donc c'est ça qui est assez paradoxal en fait, et qui est assez intéressant. La deuxième chose, c'est qu'on a vu sur ces images de modèles de rats que vous mettez le petit bloc de ciment qui est préformé ou fabriqué. Et Alain nous a bien expliqué qu'il fallait qu'on fasse un petit pont, comme une coulée de neige qui recouvre le toit. Ce que vous n'avez pas là. Voilà. Je sais bien. Parce que cela peut expliquer un certain nombre de choses sur le résultat. Mais bon, vous êtes bien entouré. La troisième remarque, c'était, est-ce que vous pensez qu'il faut que le ciment soit poreux ou est-ce qu'il faut qu'il soit accidenté? Accidenté. Ok. Parce que ça change beaucoup de choses. Accidenté. Moi, je voulais vraiment faire des ports. Après, les résultats sont ce qu'ils sont, mais c'est partiel, c'est en cours d'analyse. Peut-être qu'on va augmenter le nombre d'individus, notamment. Dans la littérature, on ressort. Il y a le titane qui a été testé comme matériau inducteur aussi très récemment, qui a été publié cette année, et les résultats sont catastrophiques. Vraiment catastrophiques. A priori, oui, on va vers cette idée comme ça de accidenté, mais ça veut dire quoi, accidenté? Accidenté, c'est des creux, c'est des bosses, et voilà. Donc, oui, mais c'est vous qui savez ça. Ils sont exactement pareils. Merci Marjorie.